Alors, le marché, c'est 200 milliards en Europe. Et dans ce marché, on compte les semences, les engrais, les phytosanitaires, tous les roulants, donc les tracteurs, les moissonneuses-batteuses, et puis tout l'équipement qui peut aller sur une exploitation. Et donc, dans l'équipement, il va y avoir à la fois les pièces détachées et à la fois du matériel par grande verticale d'agriculteurs, de céréaliers, éleveurs, viticulteurs et maraîchers. Et si on se focalise vraiment sur l'équipement agricole lui-même, c'est un marché de 50 milliards en Europe et approximativement 12 milliards en France. Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, votre podcast source d'inspiration pour les acteurs de l'innovation. Ce programme est coproduit avec Comexposium pour les événements incontournables que sont le One-to-One Retail e-commerce de Monaco et le One-to-One Digital Marketing de Biarritz. Je suis Cyril Duplessis, acteur du changement dans le digital depuis plus de 20 ans. Je donne ici la parole aux personnalités des différents écosystèmes digitaux en France. Qu'ils soient prestataires, annonceurs, marques, retailers ou pure players, ils sont des acteurs engagés dans leur business et l'innovation fait partie de leur quotidien. Source intarissable d'inspiration, je vous propose une conversation dynamique et sincère pour vous donner accès à leur retour d'expérience, leur vision et leur analyse sur les tendances et les perspectives marché. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter les Digital Doers et je veux vous en remercier. N'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme d'écoute de votre choix et de voter 5 étoiles sur Apple Podcast. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sympa, ça fait toujours plaisir. Alors bonne écoute à vous, toujours sans coupure. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le monde de l'agriculture dans sa facette digitale. Oui, ce secteur clé de l'économie française est entré de plein pied dans le e-commerce. Nos agriculteurs ont leur place de marché. Business B2B par excellence, l'achat d'équipements, de matériel agricole nécessite une approche sur mesure. Et pour en parler, j'ai l'immense plaisir de recevoir une jeune femme, Mathilde Lefrançois, cofondatrice de Farmitou. La marketplace qui vient de lever 10 millions d'euros en série A est déjà présente dans plusieurs pays européens. Elle travaille avec plus de 350 fournisseurs de matériel agricole pour proposer des prix compétitifs aux agriculteurs. Pour bien comprendre ce business, nous allons demander à Mathilde de nous décrire son marché, l'idée de comprendre les forces en présence, les besoins des agriculteurs et les évolutions en cours dans les différents pays d'Europe. Comme d'habitude, nous continuerons notre conversation sur la proposition de valeur de Farmitou et sur ses ambitions de développement. Enfin, nous terminerons par les sujets d'acquisition, de data, de CRM, de fidélisation, de prise de parole, bref, de la relation client. Mais avant de commencer, Mathilde, pourrais-tu te présenter en quelques mots ? Bonjour Cyril, merci beaucoup pour ton invitation. Je suis absolument ravie de faire partie de ce podcast et de pouvoir échanger avec toi C'est réciproque. Pour ces prochaines minutes. Moi, je suis Mathilde, une des cofondatrices de Farmitou. J'ai plutôt un parcours commercial. J'ai fait une école de commerce, l'ESCA à Paris et Angers, en master entrepreneuriat. J'ai eu la chance pendant ces études de voyager beaucoup, découvrir plein de différentes cultures, en Chine, aux Philippines, à Buenos Aires. À la suite de ces études, j'ai monté une première marketplace. Attends. Donc tu les finis en quelle année ces études ? Juste pour qu'on ait un point de passage. Je les termine en 2015. D'accord. Donc c'était il y a exactement 6 ans. 6 ans. Et après ces études, je crée ma marketplace pendant mes études en master entrepreneurial. Et je me tourne vers la marketplace qui était déjà à l'époque un modèle qui m'intéressait beaucoup par la dualité du modèle où tu vas avoir à la fois une offre et une demande sur une même plateforme. Et donc là, je me lance dans le secteur du tourisme avec Koala, qui est une marketplace de location d'équipements de voyage. Donc ça peut être des GoPro, des skis, des sacs à dos entre particuliers. Donc du C2C. Du C2C, très, très différent de ce qu'on fait aujourd'hui, avec ce fort challenge d'avoir une offre assez suffisante sur la plateforme pour pouvoir commencer à se lancer. Et si le voyage, c'est parce que tu avais déjà voyagé que tu as eu envie d'aller là-dedans ? Tout à fait. Ouais. Et c'est vrai que les différentes cultures et les voyages me plaisaient beaucoup. Et j'étais finalement aussi un peu
consommatrice de ce propre outil parce que lorsqu'on part en voyage, on a besoin de s'équiper et déjà très proche de l'aspect assez impact, de ne pas avoir envie de racheter tout son matériel, mais plutôt l'emprunter et lui donner une seconde vie. Ça me tenait à cœur de pouvoir avoir cet aspect communautaire et d'échange entre les différents entre consommateurs et particuliers. Tu crées cette marketplace seule ? Alors, j'avais un associé technique sur cette marketplace. Donc, on était 2 à s'être lancés dans ce challenge. Assez rapidement, je prends conscience que c'est frustrant de ne pas connaître la technique. En parallèle, je m'inscris à la formation du Wagon, qui est une formation de 9 semaines où on apprend les bases du code en Ruby on Rails principalement sur la partie back et puis le HTML et CSS sur la partie front. Et ça me donne du coup une nouvelle ouverture au-delà de l'aspect entrepreneurial qui me plaît beaucoup parce que cette impression d'apprendre quelque chose de nouveau, de technique et qui était totalement obscur pour moi avant de créer cette première marketplace dans le secteur du voyage. Le fait que tu aies suivi cette formation, ça t'a permis par la suite de mieux comprendre, de mieux dialoguer avec ton associé sur les aspects techniques, c'est ça, oui, principalement ? Tout à fait. Au-delà du fait qu'on apprend à coder pendant cette formation qui est un peu un premier tremplin avant de travailler sur la partie produit ou voire sur la partie technique, comme plusieurs des autres élèves. Je dirais que ça développe la sensibilité produit, ça développe la partie plus recueil de besoins, d'essayer de comprendre un petit peu les attentes du consommateur et de les restituer sur une plateforme. Et puis, ça donne aussi une ouverture d'esprit. Pour moi, il n'était pas forcément possible de me lancer dans la marketplace sans comprendre un petit peu ce qu'il y avait derrière la tout mécanique ça. derrière. Ouais. Ouais. Et comment vous faites à ce moment-là pour trouver, parce que c'est un petit peu le coup de la poule et de l'œuf, entre le sourcing du matériel et puis les emprunteurs, entre guillemets. On le disait avant d'enregistrer, c'est quand même un business de volume. Comment tu fais ? Alors, on avait des techniques un peu d'acquisition et de gros hacking où on essayait de participer à des salons, à des forums de voyageurs. On créait un groupe Facebook et on prenait tous les passionnés de voyage. On essayait d'intégrer en fait cette communauté de passionnés voyageurs. Et il y en a plus d'un. C'est des relations assez finalement amicales qu'on peut avoir avec des gens. Et c'est vrai qu'on se basait beaucoup sur la dimension communautaire, sur la dimension voyageur. Et puis on a aussi fait un petit peu de sourcing via des sites comme Le Bon Coin ou ce type de plateforme pour trouver de manière plus simplement du matériel. Mais je dirais que la vraie difficulté, c'est qu'un matériel, une fois qu'il est loué, il n'est plus forcément disponible sur la plateforme en même temps. Donc on avait aussi une offre qui pouvait être un petit peu volatile. Il fallait toujours trouver plus. Il y a une notion locale aussi, non ? Parce que si tu habites Paris et que ton sac à dos à louer, il est à Perpignan, ça va poser un petit problème, non ? Bien sûr. Donc au début, on était plutôt centré sur la région Île-de-France pour faciliter en fait les échanges parce qu'on devait se déplacer. Chaque personne devait se déplacer pour aller chercher son matériel et pour aller le rendre. L'avantage de ça, c'est que c'était des tarifs qui étaient très intéressant pour les personnes qui louaient des GoPro à 5, 6, 7 euros par jour. Et puis, ça faisait vivre aussi du matériel qui pouvait traîner dans les placards pour leur donner une seconde vie, finalement. Et le business model, pour vous, il était comment ? Et c'est, j'imagine, un pourcentage, en fait, des volumes c'est ça ? Tout à fait. C'était un business model de commission en pourcentage qui était plutôt faible et qui est une des choses que t'as appris que j'ai appris exactement où aujourd'hui je prends conscience de l'importance de cette commission dans le fonctionnement d'un business et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a arrêté le projet 2 ans plus tard. D'accord. Tu retiens de ce projet-là, tu viens de le dire, l'importance de la commission. Je comprends que tu as appris le code, enfin la relation, enfin la technique qu'il y a derrière. Quoi d'autre ? Le fonctionnement d'une marketplace, typiquement comment on fait pour avoir à la fois
une offre et une demande, comment on fait pour organiser un peu un sourcing de l'offre, mais aussi des opérations, donc du support avec les clients, d'avoir le contact avec les clients et d'essayer en permanence de les comprendre, de voir ce qu'on peut améliorer pour le service. Est-ce que ces clients sont fidélisés ou pas? S'ils ne reviennent pas, pourquoi et qu'est-ce qui se passe? Donc ça a amené à se poser un certain nombre de questions sur cette marketplace, de la découverte d'outils aussi. On n'avait pas forcément à proprement parler des CRM, on fonctionnait encore beaucoup avec un Excel. Et puis je pense qu'on a aussi, moi un de mes retours c'était un peu la gestion de mon temps perso où j'ai passé beaucoup de temps sur de la communication, des concours et des prix à l'époque. Et finalement quand on est jeune entrepreneur on ne se rend pas forcément compte du focus qu'il faut avoir sur son business au tout départ. Et j'ai peut-être par moments été défocalisée du business premier. Et ça aussi, c'est une des remontées que j'ai aujourd'hui avec Farmitou, où on a passé vraiment beaucoup de temps au départ sur notre acquisition, notre product market fit et notre service en lui-même. Justement, l'expérience de cette plateforme voyage C2C, son nom tu dis Koala. Elle se termine en quoi, 2017 Elle se termine en 2016. 16 Et qu'est-ce qui se passe pour toi après? Et entre-temps, je suis toujours passionnée par cette dimension d'impact. J'ai envie d'avoir quelque chose qui ait plus de sens. Je recherchais du sens. Mais ça devient d'où ça? Parce que c'est comment dire, sain, et beaucoup peuvent prétendre rechercher du sens et avoir de l'impact. Oui. Et tu sais d'où ça te vient, ça? C'est une bonne question. J'ai envie de dire qu'il y a une part dans les gènes, finalement. Est-ce que les voyages que tu as pu faire en Asie et ailleurs sont potentiellement à l'origine de ça aussi ou pas? Ça a apporté une ouverture d'esprit, une envie d'aider les autres aussi. Et je dirais que plus... moi, au niveau personnel, je suis une amie fidèle qui est toujours prête à aider les autres et avoir un impact aussi positif pour l'autre. Et donc, c'est vrai que cette dimension d'impact et de sens était importante pour moi. Et donc, on a créé à 4 personnes une association qui s'appelait Aqua. Alors, comme Koala, il y a beaucoup de W et de A. Mes associés en rigolent encore. Et donc, cette association, elle avait pour but d'aider sur le terrain. Donc, quand je dis sur le terrain, c'était des pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine, des organismes tels que des associations, des fondations et des ONG, à comprendre quel est l'impact de leur projet sur les bénéficiaires de ce projet. Et donc, on faisait des courtes missions qui peuvent ressembler un petit peu à des missions de conseil, où au début, il y a un cadrage du projet, où on discutait beaucoup avec les parties prenantes, où on essayait d'établir avec eux la grille d'impact et tous les indicateurs qui pouvaient les aider à comprendre comment fonctionnait leur business. Ensuite, on avait une seconde partie qui était une partie très de terrain, où là, on se déplaçait, on rencontrait des bénéficiaires et des parties prenantes, on avait une discussion avec eux, encore le voyage, et surtout beaucoup d'écoute. Ouais. Et puis après, la troisième phase de ces missions, c'est une phase de restitution. Donc, on analysait toutes les données quantitatives et qualitatives, on en faisait un rapport qui permettait à ces organismes de connaître leur impact. Nous, on créait des formations pour leur permettre de pouvoir mesurer à terme leur impact et pouvoir l'améliorer aussi. Et puis, certains d'entre eux se servaient de ce rapport-là pour pouvoir
prétendre à des fonds d'investissement à impact et démontrer qu'ils avaient cet impact humain au niveau des populations. Et des choses que je n'ai pas précisées, c'est un peu le secteur. Toutes ces missions étaient liées à l'eau et à l'agriculture. Ah oui, important de le préciser. Ça donne un petit éclairage pour la suite. Alors, tu étais avec 3 autres personnes, si je comprends bien, vous étiez 4. Vous avez fait ça pendant combien de temps ? Alors, on a créé l'association 1 an avant de partir. On a été accompagné par un cabinet de mesures d'impact social qui s'appelle Improve, qui était anciennement Planète d'entrepreneurs, qui était une association dans l'école de commerce HEC. Et en fait, eux nous ont formés pendant 1 an à ces techniques de mesure d'impact social et la stratégie. Et donc, on a fait cette formation durant 1 an. Et après, on a eu 1 an sur le terrain où on a eu 6 missions différentes, dont une mission pour la Fondation Orange, entre l'Afrique, l'Asie, surtout l'Inde et le Cambodge, et puis l'Amérique latine avec l'Équateur et la Colombie. D'accord. Ça s'arrête pourquoi, comment, finalement, ce projet, cette association ? Oui, c'était un projet qui était voué à durer 1 année, qui a été une expérience qui était fantastique. Et toutes, on s'est posé la question de est-ce qu'on en faisait notre futur métier, sachant que le modèle à l'époque de cette association, c'est qu'on faisait des missions avec des plus grosses entités telles que la Fondation Orange qui nous rémunérait, ce qui nous permettait, nous, de faire des missions pour des ONG ou des associations de plus petite taille qui n'avaient pas forcément les moyens et du coup d'effrayer notre mission, mais ne nous rémunéraient pas. Effectivement, on aurait pu continuer en France. Je pense que chacune, on avait un petit peu des raisons différentes de passer à autre chose. Vous étiez 4 femmes, 4 filles. On était 4 filles. Ouais. On anticipait les choses un petit peu de manière différente. Très rapidement, j'ai senti que j'avais besoin de cette dimension très opérationnelle dans ces missions. On avait plutôt une posture de consultant où finalement on rend un rapport et puis on ne sait pas trop ce qu'il en advient. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que j'avais envie de retrouver ce côté opérationnel où on sent qu'on peut on peut faire changer les choses et on n'est pas forcément en renfort. Donc comment ça s'enchaîne avec Farmitou alors ? Ouais. Une rencontre peut-être ? Il y a effectivement une rencontre et une très belle rencontre. J'ai eu la chance de rencontrer Denis Fayolle, qui est un des cofondateurs de La Fourchette, qui est un des premiers investisseurs de Mano Mano et qui est un serial entrepreneur qui aujourd'hui accompagne des entreprises dans leur création et dans leur développement, tant en tant que mentor qu'en tant qu'investisseur. Et j'ai la chance de le rencontrer quand j'étais encore à l'étranger. Et pour la petite anecdote, on a fait un Skype ensemble, un deuxième, puis un troisième. Et Denis me dit bon, où est-ce que tu es en ce moment, Mathilde ? J'ai envie qu'on se rencontre. Et donc, il est venu à Quito, en Équateur, là où j'étais, pour qu'on puisse se rencontrer pendant 48 heures. Waouh. Incroyable. L'entretien a intérêt à bien se passer, parce qu'après, on reste 48 heures bloqué à Quito. Et en fait, avec Denis, Et comment est né ces échanges ? Il a connu ton nom. Comment vous êtes rentrés en contact ? On est rentré en contact par une de ses associées dans sa start-up qui a été créée juste avant Farmitou, qui s'appelle Singulart. Et la cofondatrice de Singulart, Vera, était aussi une amie que je connaissais de différentes Et Denis, il cherchait quoi alors ? Et Denis, il cherchait la future entrepreneuse pour la prochaine start-up qu'il allait monter. Okay. Donc c'est comme ça qu'on est mis en contact avec Denis et aujourd'hui il continue sur ce même modèle finalement où il rencontre aussi toujours une entrepreneur qui s'associe ensuite avec alors attends, on va revenir. On est à Quito en Équateur. On est à Quito. Vous, pendant 48 heures, vous faites connaissance. On fait connaissance pendant 48 heures. Et de quoi
Alors, de quoi on parle? Déjà, on commence par un entretien de Denis de 300 questions sur, sur plusieurs sujets de management, d'acquisition, de finances, de recrutement, pour que lui calibre un petit peu et voit un peu comment on réagit. On se rend compte qu'il y a un très gros fit humain, qu'on est assez aligné en termes de valeurs, et puis surtout qu'en termes de vision, que lui se voit monter une entreprise avec moi et que moi je me vois totalement dans ce modèle de Denis, où à la fois la vision est de créer une marketplace, modèle que j'ai eu à connaître précédemment, avec une forte dimension d'impact aussi, qui allait être quelque chose d'important pour le futur. Donc là, l'idée de Farmitook telle qu'elle existe aujourd'hui, elle est même pas embryonnaire en fait. Non, on part vraiment on a envie de s'associer ensemble, et puis on discute encore. On se retrouve finalement au mois de septembre 2017, à mon retour en France. Et là, le 1er septembre, je commence à travailler avec Denis. On se penche sur un sujet de marketplace. Et il me dit, Mathilde, tu dois me donner un peu les secteurs qui te plaisent pour monter une entreprise. Et le secteur qui m'est venu directement, c'est l'agriculture. Pas pour mes racines ou origines, plutôt parce que c'est un secteur que j'admire énormément. J'admire les agriculteurs parce que c'est des gens qui sont pour moi passionnés, qui sont des acharnés de travail, qui travaillent entre 70 et 80 heures par semaine, et qui sont aussi les personnes qui nous nourrissent. Et donc, il y avait en fait cette envie de connaître un petit peu mieux le secteur, de le creuser. Je trouvais qu'en France, il y a encore l'agriculteur qui est souvent mis en marge de la société, qui a du mal à connecter et un petit peu à joindre les deux bouts, parfois financièrement. À la fin du mois, et donc c'est une cause qui me touchait beaucoup, d'un point de vue personnel, où je me disais si je peux essayer d'amener un service qui ait du sens et qui puisse aider les agriculteurs, par exemple, en leur redonnant du pouvoir d'achat, c'est mon sens à moi. Donc c'est comme ça que finalement est née l'idée de Farmitook, que vous avez développé, que vous avez structuré avec Denis. Et on va y revenir dessus. Donc Farmitook, la baseline, ce serait quoi là, avant qu'on parle du marché? Ouais. C'est quoi Farmitook, c'est un site européen qui permet aux agriculteurs d'acheter leur matériel et leur équipement agricole en toute confiance, et puis surtout en direct des fabricants. Ça va peut-être amener aussi vers le marché et comment est structurée l'agriculture. Oui, non, mais alors, très bien, tu viens de nous donner la baseline. Et effectivement, chers auditeurs, comme on le fait à chaque fois, on va poser le contexte du marché. Je pense que beaucoup, comme moi, n'est pas un professionnel de ce marché et qu'on a besoin de le connaître. Tout le monde, évidemment, connaît l'agriculture puisqu'on est un pays agricole et que quand on traverse notre beau pays, on les voit, ces champs. On est touché par tout ça. Mais cependant, on ne sait pas exactement comment il est structuré. On en parlait avant qu'on commence à enregistrer. Il y a effectivement beaucoup de choses à connaître. Je te laisse la parole pour nous dire, voilà, le marché, c'est 200 milliards. Oui, tout à fait. Alors, le marché, c'est 200 milliards en Europe. Et dans ce marché, on compte les semences, les engrais, les phytosanitaires, tous les roulants, donc les tracteurs, les moissonneuses-batteuses, et puis tout l'équipement qui peut aller sur une exploitation. Et donc, dans l'équipement, il va y avoir à la fois les pièces détachées et à la fois du matériel par grande verticale d'agriculteurs, de céréaliers, éleveurs, viticulteurs et maraîchers. Et si on se focalise vraiment sur
l'équipement agricole lui-même, c'est un marché de 50 milliards en Europe et approximativement 12 milliards en France. Donc la France, et on le sait, tu le disais Cyril en passant dans ces champs, c'est une terre agricole où aujourd'hui on compte 400 000 agriculteurs en France. C'est un chiffre qui tristement est plutôt en décroissance. Alors on dit aussi que les exploitations, les petites disparaissent au bénéfice des grosses, donc en fait l'exploitation moyenne, par sa taille, a tendance à augmenter, tu confirmes ? Oui, je te confirme. Il y a de moins en moins d'agriculteurs, des petites terres qui sont rachetées par de plus grandes exploitations. Aujourd'hui, on estime le nombre l'hectare moyen d'une exploitation à 63 hectares. Et là, tu mélanges à la fois les céréaliers et les éleveurs. Hein. Oui, alors surtout les céréaliers, mais en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de polyculture finalement, où un éleveur peut avoir des champs, ou un céréalier peut avoir des bêtes finalement. Ouais. Mais effectivement, c'est sur l'agriculteur céréalier éleveur. Où aujourd'hui, c'est ce type d'exploitation où il y a petites, moyennes et plus grosses exploitations. Et alors, c'est quoi la répartition ? Tu dis 400 000, je retiens 400 000 décroissants, 400 000, c'est 400 000 entreprises, c'est parce qu'une exploitation est une entreprise, donc c'est 400 000 entreprises ou c'est 400 000 personnes travaillant sur les exploitations ? C'est 400 000 personnes travaillant sur les exploitations. D'accord. Il faudrait que je regarde, mais sur les exploitations agricoles, il me semble qu'il y en a un tout petit peu moins en France aujourd'hui. Et la répartition entre éleveurs et céréaliers, maraîchers, enfin ceux qui exploitent, qui font pousser, je ne sais pas. T'as vu ma tête là, tu me poses une colle, Cyril. C'est pas grave. Parce que c'est compliqué d'estimer. Non, mais en fait, c'est pour essayer de comprendre. D'accord. Donc, en fait, c'est 200 milliards à l'échelle de l'Europe. Là-dedans, c'est 50 milliards pour la France. Pour l'équipement agricole en Europe. L'équipement agricole en Europe. Et 12 milliards en France. Pour l'équipement agricole. Pour l'équipement agricole. Et on précise pour l'équipement agricole, parce que Farmitou se positionne sur l'équipement agricole. Oui. 12 milliards, c'est un chiffre qui est difficile à appréhender. Ça paraît énorme, mais est-ce que c'est beaucoup ? Et puis, c'est quoi finalement ? Souvent on dit la France est un des premiers pays agricoles d'Europe. Tu le confirmes, c'est où se trouvent les autres ? Parce que tu donnes une notion européenne finalement au business de Farmitou dès le départ. On va y revenir aussi tout à l'heure dessus, sur cette notion européenne. C'est quoi ? Comment on se situe par rapport aux autres ? Avec l'Allemagne, la France et l'Allemagne sont les deux plus gros pays européens en termes de marché agricole. Le 12 milliards, c'est un marché qui est considérable. Effectivement, il y a le métier d'agriculteur est un métier qui perdure, qui est assez traditionnel et dont on a besoin finalement, parce que aujourd'hui, on est 70 millions à manger et à vouloir de plus en plus de local, de bio, et c'est une très bonne chose. Et donc forcément, l'agriculteur a besoin de matériel, a besoin de renouvellement de matériel. Il va y avoir du matériel qui de plus longue durée et du matériel d'usure, comme les pièces détachées, où très régulièrement, aujourd'hui, on estime... du consommable, entre guillemets. C'est du consommable, par exemple, mais tu vois, aujourd'hui, on estime à 10 000 euros les dépenses annuelles moyennes des petites et des moyennes exploitations agricoles. Comment tu qualifies petite et moyenne ? C'est par globalement, la taille, en dessous de 60 hectares. Ok, d'accord. Et donc, c'est un budget annuel qui est important pour l'agriculteur, où finalement il y a à la fois du consommable et à la fois du renouvellement. Et il n'a aujourd'hui pas le choix que d'acheter ou de renouveler son matériel agricole. C'est son métier et c'est ça. Ouais, d'ailleurs, on va venir justement sur aujourd'hui comment les choses s'organisent. Mais avant qu'on y vienne, j'ai l'impression que dans le marché de l'agriculture, le marché agricole en France et en Europe, il y a beaucoup d'acteurs. On a parlé des agriculteurs, on a parlé
il y a quelque part, il y a les consommateurs, mais il y a aussi le trading de céréales. Je pense qu'il doit avoir à peu près la même chose pour l'élevage, je ne connais pas, mais enfin, il y a le marché de la vente de produits. On entend souvent parler du problème de la filière du lait avec les coopératives. On peut ajouter là-dedans la PAC, finalement les institutions en général, hein, la politique agricole commune. C'est complexe finalement, il est unique ce marché. Oui. Aujourd'hui, le marché, il s'organise un peu de trois manières différentes. Avec la partie semences, c'est beaucoup les coopératives qui sont au devant de la scène. Et c'est un marché pour lequel il y a beaucoup d'acteurs autour, bien entendu. Et nous, c'est un marché qu'on regarde un petit peu moins parce que ce n'est pas forcément notre ambition avec Farmitou. Et ensuite, tu as le marché des roulants, donc des machines, pour lequel tu as un pool d'une dizaine de tractoristes qui sont très connus. On peut citer John Deere, voilà. Massey Ferguson, du Fendt, toutes ces marques qui ont une vraie emprise du marché, puisqu'ils quadrillent un petit peu tout le marché en étant à la fois fabricants, concessionnaires et réparateurs. Donc ils tiennent toute la chaîne de valeur. Et puis après, tu as l'équipement agricole, où là, tu vas avoir des fabricants donc qui ont leurs usines, qui fabriquent ou assemblent le matériel agricole. Et puis tu vas avoir des usines plus de pièces détachées. Et en fait, on s'est rendu compte assez rapidement que aujourd'hui, entre le fabricant et l'agriculteur, tu avais souvent entre 2 à 3 intermédiaires, parce qu'en plus du fabricant, tu as souvent un importateur qui va être l'entreprise qui va importer le matériel si le fabricant est dans un autre pays européen. Tu vas avoir un distributeur local au concessionnaire, et puis parfois une coopérative. Et donc tout l'enjeu de Farmitou, on va y venir. On y vient après. On y vient après, mais je vais rester quand même là-dessus. Ce qui m'intéresse, c'est que tu m'expliques aujourd'hui comment travaille, comment fonctionne un agriculteur, comment il processe ses achats. Oui. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui en fait est installé depuis très longtemps, et que peut-être que Farmitou, on en viendra après, va un peu disrupter et proposer quelque chose de nouveau. Mais comment ça fonctionne majoritairement aujourd'hui ? Aujourd'hui, l'agriculteur, il est très habitué à 95% du temps à aller chez son concessionnaire ou chez son distributeur. Le marché est fait de cette manière-là et fonctionne de manière assez traditionnelle finalement, où il y a un contact et un lien entre l'agriculteur et entre son distributeur qui lui fournit du matériel, qui peut lui changer ses pièces de machine et qui est assez présent parfois à quelques dizaines de kilomètres. Ouais. Mais en fait, l'agriculteur aujourd'hui, il n'a pas forcément d'autres solutions qui s'offrent à lui, ou alors il ne les connaît pas forcément. Donc on a encore ce chiffre de 95% des achats des agriculteurs sont faits dans la distribution. Parce que ce que j'ai pu observer à titre personnel, c'est véritablement qu'il existe des relations intuitives personnelles très fortes entre le distributeur, le concessionnaire et les agriculteurs, que la question effectivement ne se pose pas, et qu'il y a des régions de France où il n'y a pas le choix, il y a un seul distributeur multimarque, et que de toute manière tu vas là. Donc c'est vrai que c'est assez cloisonné. L'agriculteur aujourd'hui, on a parlé de la taille de l'exploitation, il a quel profil ? C'est qui l'agriculteur ? Alors, j'imagine l'immense majorité, ce ne sont pas des jeunes femmes comme toi, mais plutôt des hommes. Je l'imagine volontiers pas tout à fait jeune. C'est quoi est-ce qu'il y a différents profils ? Peut-être que ça bouge d'ailleurs. Oui, alors l'agriculteur est plutôt malheureusement masculin, comme tu le disais tout à l'heure. Il y a plus de céréaliers et d'éleveurs aujourd'hui que de viticulteurs et de maraîchers. En termes d'âge, c'est effectivement... alors, j'ai pas le chiffre exact, mais on sait qu'il y a de plus en plus de jeunes qui ne se dirigent pas forcément vers le secteur agricole,
mais qui vont dans des grandes villes. Et donc c'est pour ça qu'on a aussi une population agricole qui est plutôt en baisse et qui du coup vieillit aussi un peu. Quoique aujourd'hui, je trouve que la société donne un peu un réassort à l'agriculteur. Tu veux dire, il y a comment dire, dans l'imaginaire collectif, on voit mieux l'agriculteur, tu veux dire par là il est plus valorisé? Oui, exactement. Je dirais qu'il y a une meilleure valorisation de ces dernières années de l'agriculteur. Malgré et controversé avec des phénomènes d'agribashing qu'on a pu voir dans ces derniers mois pour l'usage de pesticides de la part d'agriculteurs. Mais, donc effectivement, le portrait robot de l'agriculteur... Et alors, en termes de... parce qu'on le voit plutôt vieux, conservateur dans ses habitudes d'achat, je grossis le trait, mais c'est probablement... conservateur parce qu'il a ça, il a peut-être pas le choix, mais il a ses habitudes d'achat. Il est très connecté, il est digital, parce qu'en fait, quand aujourd'hui un agriculteur achète un tracteur, c'est bardé de technologie à l'intérieur. Il y a des GPS partout, ça marche tout seul, les cabines sont en surpression pour éviter que les pesticides puissent rentrer dedans. On parlait du bio, mais enfin, il y a encore beaucoup de conventionnels. Donc la technologie, elle est déjà arrivée dans les exploitations. Quelle relation il a avec le digital? Je dirais qu'aujourd'hui, l'agriculteur, on a une image qui est fausse de l'agriculteur parce que c'est quelqu'un qui... le secteur agricole a été frappé par cet aspect très technologique dont tu parlais dans les 5-10 dernières années. Aujourd'hui, ils ont de plus en plus d'éléments technologiques. Aujourd'hui, les tracteurs sont équipés avec des GPS avec des précisions militaires. On voit sur beaucoup d'exploitations des stations météo, des drones. Il y a de plus en plus d'entreprises aussi qui se lancent dans des robots qui vont aider l'agriculteur dans ses tâches au quotidien. Et aujourd'hui, les agriculteurs, c'est la catégorie socio-professionnelle la plus connectée. Ils sont totalement habitués à pianoter, regarder leur téléphone portable, que ce soit les petites annonces, la météo, l'achat d'équipements. Il y a un très gros site AgriAffaires pour l'achat de roulants d'occasion qui fait partie des favoris de beaucoup d'agriculteurs. Donc non, ils sont vraiment de plus en plus digitalisés. Et à côté de ça, l'agriculteur, c'est un véritable homme d'affaires. C'est un chef d'entreprise qui manage son exploitation et va à la fois avoir du travail manuel, du travail du sol, mais en fait, il a plein de casquettes différentes, la casquette du gestionnaire d'entreprise, la casquette d'acheteur de matériel, la casquette de gestion des factures, avec un besoin administratif. On en parlait, la PAC, derrière, c'est beaucoup d'administratif pour les agriculteurs. C'est très compliqué. Ouais. Et donc effectivement, il a cet emploi du temps qui est chargé et surchargé. C'est à la fois un métier et une passion. Autre chose aussi chez l'agriculteur, c'est qu'il est totalement multi-compétences parce qu'il va connaître ses responsabilités de chef d'entreprise et à la fois c'est quelqu'un de très bricoleur. Donc ils peuvent être à la fois électricien, mécanicien, soudeur. Ils sont très pragmatiques. Ouais. Et ils savent faire beaucoup de choses. Je suis très admirative. Des doers. Merci pour ce pitch global du marché qui est vrai, nous éclaire quand même sur finalement le terrain de jeu de Farmitou. Tu l'as dit, et on va y venir maintenant. Farmitou, c'est l'équipement. Tu as commencé à le décrire. Globalement, tu nous l'as dit, tu veux couper les intermédiaires, aller au plus près du fabricant pour l'agriculteur, ce qui permet, en réduisant les étapes, de réduire le coût du produit.
pour nous parler finalement de cette proposition de valeur, raconte-nous les débuts de Farmitou. Comment, avec Denis finalement, on dit ok, bingo, on avance là-dessus. Après, il faut y aller. Qu'est-ce que vous faites ? Très, très rapidement, on parle des débuts avec Denis, mais aujourd'hui, j'ai la chance d'être associée aussi avec Grégoire et avec Pierre. Et donc Grégoire qui est sur toute la partie plutôt financière, acquisition et catalogue produit, et Pierre sur la partie technique. Et en fait, avec Grégoire, dès qu'on s'est associés, on est allé sur le terrain. Donc on est allé à la rencontre de concessionnaires, de distributeurs, on a appelé des agriculteurs, on a appelé des fabricants. Et lorsqu'on s'est déplacé chez les distributeurs, on était assez surpris parce que l'offre du distributeur est une offre déjà qui est assez réduite en termes de matériel, en termes de marques. Il y a très peu de choix de marques, parfois une ou deux marques, alors qu'il en existe 7500 en Europe. Il a fait son sourcing à lui en fonction de ses habitudes, quoi. Voilà, donc un choix qui est restreint pour l'agriculteur. Ensuite, lorsqu'on allait chez ces distributeurs, il n'y avait pas de prix affiché. Donc il y a une vraie opacité sur les prix. Et donc, on peut s'imaginer que les prix étant opaques, ça peut être un peu à la tête du client. En tout cas, il n'y a pas du tout de transparence au niveau des prix. Et puis, pour aller chez ces distributeurs, il faut se déplacer, faire son aller-retour quand on est agriculteur. Et puis, ça peut être à 10, 20, 30 km de son exploitation. Pour ce qui est des concessions, la pièce détachée, aujourd'hui, il existe des centaines de milliers de compatibilités marques, modèles en fonction du tracteur et de la machine, de l'agriculteur. Et donc, un concessionnaire ou un distributeur de pièces ne peut pas avoir toutes les pièces dans son entrepôt et en stock. Donc en fait, ce qui se passe de manière très imagée, c'est que l'agriculteur va chez son concessionnaire, lui dit j'ai un tracteur John Deere modèle 4200, j'ai besoin d'un démarreur. Le concessionnaire aujourd'hui va chercher et pianoter sur son ordinateur. Et il va passer la commande. Et il va passer commande chez un grossiste ou chez le fabricant. Et l'agriculteur va potentiellement devoir retourner en plus chez le distributeur pour chercher sa pièce. Et donc, on observe aussi une vraie rétention de l'information parce qu'aujourd'hui, l'agriculteur, il serait totalement en capacité, ils le font déjà pour la plupart, de changer la pièce eux-mêmes, sauf qu'on ne lui donne pas accès à cette information, à quel type de pièce peut être compatible avec quel type de machine. Et donc, c'était aussi un des enjeux lorsqu'on a créé Farmitou. D'accord, donc c'est comme ça que ça s'est commencé. Vous êtes maintenant 3, vous lancez, on est en 2018. 18. Ouais. Et faut commencer. Ouais. Vous commencez à travailler de chez vous ? On commence à travailler avec Grégoire et Denis dans des bureaux entourés d'autres startups. Et là, vous commencez par quoi ? Développer la plateforme ? Est-ce que vous développez tout from scratch ? Est-ce que vous utilisez des solutions de marché ? Comment vous faites ? On commence au départ à travailler vraiment notre offre. Donc on commence avec les maquettes du site. On commence par contacter énormément de fabricants et on commence à sourcer des fabricants. Et très rapidement, lorsque Grégoire arrive, et c'est notre modèle aussi avec Denis, on fait notre deck, on fait notre BP et on part voir des business angels sur le beau postulat d'une idée et d'une équipe de 2 personnes, mais finalement pas de services encore développés derrière. Et on a la chance de faire une première levée de fonds qui arrive assez tôt, en mars 2018, d'1 million d'euros auprès de la BPI, de Denis Fayolle et de 4 autres business angels.
Bon, je pense que Denis a pesé un petit peu dans la balance pour... Et Denis, effectivement, de par son track record et son expérience dans des marketplaces à dimension internationale, a été un gros poids. Bon, Sans tant mieux. offense. Et alors, maintenant balance. vous avez un peu d'argent, l'idée, vous développez le produit. On développe le produit, on a Pierre. From scratch. Hein. Oui, on a Pierre qui nous rejoint, qui est notre associé CTO, qui est une vraie brute technique et brute de code. Et en 2 mois et demi, nous développe from scratch une marketplace en PHP Symfony avec les maquettes qu'on avait intégrées par un prestataire. D'accord. Donc là, vous avez ça. Maintenant, vous avez finalement la plateforme et Oui. c'est le réceptacle de l'offre et de la demande. Oui. Sans ça, vous pouvez effectivement rien faire. J'imagine que la première des choses à faire, c'est de brancher les fournisseurs. Donc là, aujourd'hui 350. Pour commencer, forcément, il n'y en avait pas 350, il y en avait moins. Donc comment ça se passe le branchement? C'est-à-dire qu'il y a une API avec leur ERP, leur front. C'est comment ça fonctionne? Alors au début, il a fallu effectivement convaincre les fabricants. On a commencé par faire du sourcing avant de sortir la plateforme pour ne pas la sortir vide. Donc on commence le sourcing en mars-avril 2018. On recrute au mois de juin une première équipe de commerciaux. Et puis on appelle les fabricants. Et au début, c'est un vrai challenge. Parce que ces fabricants, ils sont pas habitués en fait à travailler directement et à envoyer directement leurs produits aux agriculteurs. Est-ce qu'ils ont eu peur finalement de scier la branche sur laquelle ils étaient assis quelque part, ça fait depuis toujours qu'ils ont des relations privilégiées entre guillemets avec des distributeurs et des concessionnaires basés un peu partout en Europe. Et en faisant ça, potentiellement, les clients de ces concessionnaires, donc vos clients à vous, ils vont aller dire aux distributeurs j'ai trouvé un truc direct et ça peut déstabiliser des relations existantes, non? Il y a effectivement, il y a cette peur au départ de la part des fabricants de se brouiller avec son réseau primaire qui sont les distributeurs parce qu'on est vraiment en train de dire aux fabricants tu étais habitué à envoyer une palette de produits chez ton distributeur, tu en envoyais demain tu vas envoyer un produit directement chez l'agriculteur. Donc il y a eu un peu ce challenge de sourcer. Mais c'est vrai qu'en termes logistiques, c'est pas la même chose d'envoyer une palette que d'envoyer un démarreur. Alors, en l'occurrence, on prenait l'exemple du démarreur tout à l'heure, c'est pas la même chose. Le packaging n'est pas le même, il y a beaucoup de choses qui diffèrent. Tout à fait. Et en fait, ces fabricants, on a dû les accompagner dans ce changement. C'est des sociétés qui sont finalement assez traditionnelles, qui sont pour certaines pas forcément tout à fait digitalisées. Et donc, quand on a commencé, on a fonctionné avec des fichiers Excel, donc en colonne Excel, et on intégrait des fichiers Excel directement dans notre back-office. Donc tu rentrais à la main, finalement, les produits disponibles chez le fabricant. Alors, pas tout à fait à la main finalement, parce que eux, parfois, dans le meilleur des cas, avaient déjà ces fichiers Excel avec les non, mais ce que je veux dire à la main, excuse-moi, tu parles de fichiers Excel et pas d'API, quoi. C'est exactement, ce que je veux dire. Exactement. Et aujourd'hui, on en parlera après, mais c'est un des challenges et c'est quelque chose qu'on est en train de faire avec eux. Mais donc on entrait ces fichiers Excel et pour la petite anecdote, on n'a pas encore parlé de la dimension internationale, mais on a au tout départ avec des fabricants italiens fait des copier-coller de catalogues sur leur site internet, voire pire recopier quelques références à la main pour ajouter leurs produits qui n'avaient jamais été sur internet et encore moins sur internet en France. Donc là, vous réussissez à avoir votre offre, finalement. Elle est, un peu de façon artisanale peut-être, mais il faut bien commencer. Et puis maintenant, il faut aller chercher les clients, ceux qui vont venir acheter ce qu'il y a de proposé sur votre marketplace. Comment vous faites là? Alors, on ouvre le site Farmito
fin août, le 27 août 2018. On est une petite équipe de 7 personnes avec une équipe qui est internationale parce qu'on a cette particularité avec Farmitou d'avoir lancé le site en France, en Allemagne et en Italie au même moment. Donc on s'est dit... Tu fais bien de préciser les pays, c'est pas en français, en allemand, en italien. C'est quelque part, il y a un numéro de TVA par pays, un numéro de téléphone, Oui. c'est ça. Oui, parce qu'en fait, Vous localisez. chaque pays a sa particularité et puis on a des contrats avec nos partenaires, enfin les fournisseurs de matériel agricole, qui nous disent qu'ils peuvent envoyer leurs produits en Allemagne et envoyer leurs produits en Italie. Et donc on fait ce pari de se dire, on va avoir des fabricants italiens qui vont vendre en France, on va avoir des partenaires allemands qui vont vendre en Italie. Et donc on Un vrai commence... cross-border. Oui, tout à fait. On commence directement avec cette dimension internationale, avec une offre de produits, une vingtaine de premiers fournisseurs, quelques milliers de produits, et puis on se lance. La particularité d'un site e-commerce, c'est que lorsqu'on fait de l'acquisition et plus spécifiquement du SEA avec Google Shopping ou Google AdWords, c'est un peu un robinet qu'on ouvre et les ventes arrivent. Et donc on arrive... Est-ce que l'acquisition, pardon de te couper, Oui. finalement, dans le B2B, tu as l'impression que le coût d'acquisition est moins élevé que dans le B2C, parce que peut-être moins concurrentiel, je ne sais pas. Et est-ce qu'il y a un environnement concurrentiel qui est très fort ou pas sur votre business? Alors oui, il y a indéniablement de la concurrence. On a à la fois des clients qui sont B2B, à la fois des clients qui sont B2C. Aujourd'hui, je dirais qu'on a 60% de professionnels, mais les professionnels, eux, vont regarder et se renseigner sur Internet. En revanche, quand tu dis professionnel, c'est qu'on comprenne bien, c'est c'est l'agriculteur ou... l'agriculteur professionnel qui achète avec une SARL ou une ERL, par exemple. Et les 40 autres pourcents, c'est qui? Ça peut être des particuliers ou des agriculteurs qui n'achètent pas avec leur numéro de sirène ou de TVA, mais achètent en tant que particulier. Ok. Mais en fait, je dirais que travailler en B2B, ça amène un panier moyen qui est plus important parce qu'aujourd'hui, l'agriculteur est un vrai professionnel qui a besoin de matériel qui coûte cher. Et donc, on arrive à compenser aujourd'hui, bien sûr, notre coût d'acquisition. Mais au début, on commence avec des coûts d'acquisition sur Google qui sont très importants, qu'on finit par diviser par 5. On va revenir sur l'acquisition après. Ouais. Attends, je reviens sur le panier moyen. Le panier moyen aujourd'hui, il est secret ou tu peux nous le dire? Non, on a un panier moyen de 400 € hors taxe, qui est, on va dire, un mix entre des achats de petits outillages ou petites pièces, petits produits, et du plus gros, des cuves à fioul, on parlait de chariots de traite, des chariots d'irrigation, qui sont un peu plus conséquents. On a vraiment tout type d'achat, on va de 1 € à 30 000 €. Donc là, vous avez maintenant les premières tractions sur votre business. Où est-ce que la traction est la plus forte? Dans quel pays? Est-ce que c'est, on a envie de dire la France parce que c'est une boîte française, mais est-ce que c'est la réalité? Parce que je rappelle, les pays en dehors de la France où vous êtes présents, Allemagne, Pays-Bas, Benelux, Pays-Bas, Belgique, Autriche, le Dash, Ouais. et puis l'Italie, c'est ça? Actuellement, on a 5 pays de vente, France, Allemagne, Autriche, Belgique et Italie, avec la Belgique et l'Autriche qui ont été ouverts en 2020, et on a 2 nouveaux pays de vente à partir du mois d'octobre, Voilà. les Pays-Bas et l'Espagne. Et l'Espagne. Tout à fait. Finalement, est-ce que l'offre, elle est la même dans tous les pays ou pas? Pas tout à fait. Pas tout à fait, d'accord. Je dirais qu'aujourd'hui, on a 150 000 références en France et on a des catalogues entre 50 et 70 000 références dans les autres pays. Ça dépend de plusieurs choses, des contrats qu'on a avec les fabricants, bien sûr des traductions aussi de leurs fiches produits. Et après, les pays sont
un petit peu différent, mais c'est assez léger finalement. On a, c'est un peu cliché, mais il y a un gros pouvoir d'achat en Allemagne. C'est un gros produit, un gros pays agricole qui aujourd'hui est notre second pays de vente Donc le sur premier, c'est la Farmito. France, puis La l'Allemagne, France, l'Allemagne, et puis après une répartition assez équivalente entre les autres pays. Belgique, Autriche, Euh, Italie. Tout à fait. Et on voit que l'Allemagne se comporte comme la France il y a 12 mois. Donc on voit que l'Allemagne est vraiment en train de tirer son épingle du jeu pour nous. Et on sait qu'aujourd'hui on a pris un peu d'avance sur la France. Comme tu disais, on est 3 cofondateurs français. Donc forcément ça nous a aidés sur l'acquisition, le sourcing et ce genre de choses. Justement, avant qu'on ne revienne sur l'aspect acquisition, fidélisation, data CRM, qui est la dernière partie, je vois qu'on est déjà à 51 minutes. Sujet passionnant. Je le disais en introduction, vous avez levé 10 millions. Enfin, du moins, l'information est récente. Elle doit avoir une dizaine de jours. On enregistre le 28 juillet 2021. Cet argent, dans ce que j'ai lu dans la presse spécialisée, petit autopromo pour la revue de presse des Digital Doers, que ça allait servir à accélérer justement ce côté international. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Comment vous allez accélérer en plus de l'ouverture des pays ? Est-ce que c'est augmenter le catalogue produit ? Est-ce que c'est investir dans la trad ? Est-ce que c'est aider les fournisseurs qui peuvent livrer qu'en France à aussi livrer en Allemagne ? Comment on fait ? Alors effectivement, cette levée de fonds, aujourd'hui, elle nous aide pour l'internationalisation. Qui aujourd'hui est un investissement en termes de temps, bien sûr, mais qui est quelque chose, et je le dis en toute humilité, qu'on a fait dès le départ avec Farmito, donc on est déjà prêt à accueillir des nouveaux pays de vente. C'est quelque chose qu'on sait faire, et donc on a une roadmap qui est très précise dans qui on doit recruter, comment on fait notre sourcing. Tu me le disais avant qu'on enregistre. T'as un playbook quelque part, c'est déjà vachement structuré. Comment on fait notre acquisition, qu'est-ce qu'on doit faire au niveau technique et produit. Et aujourd'hui, bien qu'on ait cette envie de grandir au niveau international, on sait que notre client aujourd'hui, c'est l'agriculteur. Et l'agriculteur, il s'en fiche qu'on ouvre en Espagne et aux Pays-Bas. Le seul avantage qu'il pourrait avoir, c'est qu'on lui source de nouveaux partenaires qui vendraient des produits auxquels il n'aurait pas accès. Parce qu'il y a un côté très local dans les fournisseurs, c'est-à-dire que réellement, on ne va pas trouver la même chose partout, il n'y a pas une forme de globalisation. Pas du tout. On source aujourd'hui des fabricants par des commerciaux natifs, bien sûr, qui ne sont pas implémentés dans les pays. On a aujourd'hui 45% de nos partenaires qui ont ouvert un nouveau pays de vente grâce à Farmito. Donc on est vraiment en train d'amener une offre à laquelle l'agriculteur n'avait pas accès au niveau local et de la développer. Et puis de l'autre côté, alors c'est pas fait exprès, mais c'est le même pourcentage. On a aussi exactement 45% de ventes cross-border. Donc un partenaire allemand va vendre en France ou un partenaire français va vendre en Italie. Donc on sait aujourd'hui que cette dimension et cet ADN international qu'on a depuis le départ nous aide et aide le marché, l'entreprise Farmito, mais aussi rend service à l'agriculteur qui s'y retrouve dans du matériel tout le monde est gagnant-gagnant, auquel il n'a pas accès. Parce que même le fournisseur, finalement, il n'avait pas accès à ces marchés-là, il y a maintenant accès. Donc les réticences de départ par rapport à quelque chose qu'il ne connaissait pas, quand on ne connaît pas, on a peur, a priori, bien installé dans sa relation avec ses distributeurs, en coupant cette relation-là, il se permet de pouvoir vendre dans des pays dans lesquels il n'avait pas l'habitude de vendre. Totalement. Et pour un fournisseur, aujourd'hui, il faut trouver un nouvel importateur, il y a la barrière de la langue. Et chez Farmito, en fait, c'est très très simple pour lui parce qu'on s'occupe de tout. On a en interne une super équipe avec toutes les nationalités de nos pays de vente. Et donc, on est en capacité d'apporter un support pour le client de sa langue natale, bien sûr.
Ouais, donc ça, vous faites le support. Il y a un cahier des charges que doit respecter le fournisseur. C'est-à-dire que euh, n'importe qui ne peut pas être fournisseur, j'imagine. Mm. Oui, alors nous, on sélectionne nos fournisseurs. On a plusieurs critères, mais l'un des premiers critères, c'est nos clients. On source les fournisseurs qui ont du potentiel et que les clients ont envie de voir sur la plateforme. On source aussi des fournisseurs qui sont en capacité de pouvoir envoyer un produit directement chez l'agriculteur dans un délai qui est un bon délai, parce qu'on a envie que ça amène... C'est quoi un bon délai? Alors ça dépend beaucoup, pour de la pièce détachée, c'est du moins de 24 heures. On peut commander sur le site avant 17 heures et être livré le lendemain matin sur son exploitation à 10 heures. Pour du matériel type une cuve à fioul, on n'a pas besoin d'un délai de 24-48 heures. C'est un délai entre 5 et 8 jours ouvrés, globalement. D'accord. Et alors, venons-en un petit peu justement à l'acquisition, la donnée, le CRM, tout ça, la feed. Et en fait, tout à l'heure, tu parlais de ton panier moyen, 400 euros hors taxe. Quel est le repeat business là-dedans? Est-ce que c'est saisonnier? On peut l'imaginer, tu vois. Par exemple, la moisson, c'est une fois par an, entre juin et juillet, sur une grosse partie du territoire. Il y a d'autres choses qui peuvent être plus réguliers, peut-être, je sais pas, la production de lait, c'est probablement plus régulier. Oui. Tu parlais finalement aussi des vignes, bah, là c'est saisonnier. Donc comment ça fonctionne? Quel est le taux de repeat? Comment vous favorisez la feed de vos clients? Est-ce que vous avez des outils qui vous permettent de faire ça? Oui, alors nous aujourd'hui, alors je peux donner le taux de repeat aujourd'hui qui est de 15%, mais qui finalement est pas l'indicateur qu'on va regarder nous, parce qu'on est dans une période de forte croissance et on fait beaucoup d'acquisitions de clients. Donc forcément, ce taux par rapport à la croissance Faudrait qu'on regarder fait sur des clients déjà et anciens. pas forcément le bon. Ce qu'on peut dire, c'est que aujourd'hui, un client sur Farming2 va dépenser en moyenne 500 euros hors taxe, et que au niveau du nombre de dépenses qu'il a sur son exploitation annuelle, qui est estimée à 10 000 euros, on a encore beaucoup de choses à faire au niveau de la fidélisation. Aujourd'hui, nos clients, alors on a un support client qui est très bienveillant, qui est très chaleureux et à l'écoute, avec un système de devis. Et donc on a un peu nos clients VIP qui peuvent être contactés, pour lesquels on peut régulièrement les accompagner s'ils ont des besoins sur leur exploitation, qui va passer par ce service-là. On a ensuite structuré une sorte de CRM où on lie les produits entre eux. Par exemple, je prends toujours l'exemple de la cuve, c'est catastrophique, mais si un client va acheter une cuve à fioul, automatiquement, il va recevoir un email pour penser à acheter son nettoyant pour cuve au bout de 6 mois. Donc on peut faire des liens assez malins, où on se dit que si un client achète des filets pour poules, il a des poules, il pourrait avoir besoin d'un éclosoir. La période est entre avril et juin, donc il va recevoir un email pour lui demander s'il a besoin d'un éclosoir. Donc ça, vous arrivez à le faire déjà? Oui, et c'est des choses qu'on fait de manière automatique. Aujourd'hui, on crée des liens entre nos sous-catégories de produits qui sont finalement très liés. Tu le disais, globalement 400 000 personnes sur les exploitations, c'est un peu moins de 400 000 exploitations. Vous avez déjà finalement acquis combien de clients Oui. sur ces 400 000? On a aujourd'hui 25 000 clients, et on a 60% de clients français. Donc la route et le chemin est encore long. On est au début de Farming2, et on a une forte ambition sur le secteur de se rapprocher des agriculteurs et de devenir réellement leur partenaire de confiance pour l'achat de tous leurs équipements agricoles. On parlait toujours dans cette partie de la relation client tout à l'heure.
tu expliquais finalement qu'ils savent, en fait, ils savent peut-être faire, mais on leur a pas dit comment le faire pour changer un démarreur. On parlait d'un démarreur, je crois, sur un tracteur qui est effectivement pas une pièce forcément très compliquée. Est-ce que, en termes de contenu, justement, vous avez des ambitions pour... et quand je t'entends dire ça, je me dis peut-être qu'il faut faire, je sais pas, une espèce de tuto pour expliquer comment on change un démarreur enfin bref, je suis pas à ta place, mais le contenu finalement, c'est un sujet que vous traitez déjà ou que vous avez l'ambition de traiter. Alors, c'est un excellent point. Nous, on n'a pas la prétention de faire du contenu vidéo pour expliquer à un agriculteur ou autre comment faire pour changer, parce que c'est quelque chose qu'il sait déjà faire. En revanche, ce qu'ils ne connaissent pas, c'est l'accès à l'information technique. Et donc là, par exemple, si tu prends un démarreur, tu dois connaître le nombre de dents, l'anthrax entre les pattes de fixation. Tu connais bien en démarreur. T'as vu ça? Et ses compatibilités avec les marques modèles. Et donc l'ambition est plutôt de se dire, on travaille avec des fournisseurs et des grossistes sur la pièce détachée. On réussit à mettre un peu un coup de propre sur tout cet aspect data, parce qu'il y a beaucoup de data et énormément de pièces, et on crée un système qui est très très simple pour l'agriculteur, où en quelques clics, il voit très facilement quel est le démarreur dont il a besoin. Et donc nous, on a envie de créer des pages spécifiques de tracteurs. On reprend notre tracteur John Deere 4200. Pour l'agriculteur, si lui renseigne son tracteur sur le site Farmitou, plus tard, il pourra avoir toutes les pièces presque en schéma un peu point de vue éclaté, toutes les pièces qu'il lui faudrait pour ce modèle spécifique. Et ça, c'est quelque chose qui n'existe pas encore sur le secteur. On appelle ça des fiches techniques, en fait. C'est des fiches techniques digitalisées, sauf qu'aujourd'hui, ils ont peu ces schémas techniques. C'est des schémas qui vont pas jusqu'à l'agriculteur. Donc, ils restent en fait chez le concessionnaire ou chez le distributeur, qui se les garde précieusement pour un peu obliger quelque part l'agriculteur à venir apporter son tracteur ou lui à se déplacer pour aller y facturer, pour aller réparer, faire la maintenance du tracteur. Alors que eux savent le faire. Donc il y a cette envie de les rendre beaucoup plus autonomes sur leur achat et on parle du tracteur, mais c'est la même chose pour la treilleuse, pour beaucoup de choses, de l'équipement. Pour tous les roulants, toute la machinerie agricole, donc de moissonneuses-batteuses. Il peut y avoir des pièces de charrues, de herses, ce genre de choses. Ok. Écoute, merci. Merci Mathilde pour toutes ces explications. J'ai été passionné. Je suis content, après avoir parlé de la distribution alimentaire, de DNVB alimentaire, pour ne citer que OMI, dernièrement, d'être passé de l'autre côté, de la production. Merci. Et alors, je trouve ça génial que ce soit une charmante jeune femme qui vienne nous parler de ce monde ultra masculin, et qui apporte de la fraîcheur, finalement une promesse nouvelle. C'était hyper clair. Merci Mathilde. Merci Comexposium et le One-to-One Retail e-commerce de Monaco pour sponsoriser cet épisode. Merci à vous tous, auditeurs, toujours plus présents. Merci pour tous les messages de soutien que vous pouvez m'envoyer. N'hésitez pas à faire connaître autour de vous les Digital Doers. Si vous souhaitez me contacter, c'est au travers du site lesdigitaldoers.com. Si vous souhaitez contacter Mathilde, vous pouvez le faire directement via moi ou, encore plus simple, peut-être sur LinkedIn, Mathilde François. Je suis sûr qu'elle répondra avec plaisir à vos sollicitations. Et à bientôt Mathilde. À bientôt. Merci beaucoup Cyril.